l'Himalaya, c'est quelque chose de gigantesque. Les montagnes, les sommets, on se sent mais tout petit. Et de pouvoir s'imaginer plonger là au milieu, dans ces montagnes, il n'y a pas de mots, je crois, pour décrire une telle sensation, quoi. Enfin, après une année de préparation, on peut toucher l'eau du lac. C'est magique. L'équipe de Pangong Project, c'est en fait déjà une bande d'amis à la base. Ça fait plusieurs années qu'on plonge ensemble et c'est via en fait tous ces voyages à répétition qu'on a appris à se connaître aussi sous l'eau. Ça faisait un moment qu'on parlait de monter un projet un peu plus gros, avec un objectif dans le domaine de la plongée. Il a envie de faire quelque chose de particulier, quelque chose qui sortait des sentiers battus, quelque chose qui nous souderait encore un peu plus. C'est là que Jean-Pierre, avec toutes ces années d'expérience et ses voyages au Népal et en Inde, qui a dit « Ok, je sais où on va aller ». Il y a une image pour moi qui m'est venue très forte d'un lac que j'ai eu la chance de faire il y a 2 ans dans le nord de l'Inde, à la frontière du Tibet, de 120-130 km de long, 150 mètres de profond, qui a l'air hyper limpide. Nous, comme ça, on rigole et tout. Ouais, pourquoi pas, ça peut être génial et tout. Cette petite idée, elle cogitait. En arrivant en Suisse, on s'est un petit peu lancé ce défi de se dire, lançons-nous dans cette magnifique idée et puis voyons de quelle manière on peut s'y prendre. Et puis c'est vrai qu'on en a parlé une fois autour d'une fondue, tous ensemble. Et puis depuis ce jour-là, les choses se sont mises en place. Et puis cette idée du lac Pangong d'abord, d'où est né le nom Pangong Project en fait. Dès qu'on a vu les images, je crois que toute l'équipe a dit mais ouais, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille, quoi. C'est là-bas qu'il faut qu'on plonge. Le lac Pangong, c'est un lac qui est à la frontière entre l'Inde et la Chine. Donc ça veut dire qu'il est coupé en son centre par la frontière chinoise. On vient d'apprendre que cet été, il y a eu un problème à la frontière. La zone va être sérieusement militarisée pendant une période. L'accès va être très limité. Et du coup, la plongée dans ces eaux qui sont partagées entre la Chine et l'Inde vont être assez compliquées. On met en place des dossiers avec nos objectifs, les zones qu'on a envie de plonger. Et puis très vite, là, on reçoit des mails. Et c'est refus sur refus. C'est chaque fois des mails qui nous disent « Ah, il faut renvoyer ce papier » ou « Ah, il faut préciser ça » ou « Ah, il faut envoyer encore ce document » jusqu'au jour où on a vraiment eu le mail fatidique, disons, qui nous a fait renoncer, où on nous demandait une somme complètement astronomique pour pouvoir payer les autorisations, pour pouvoir plonger dans le lac, quoi. Du coup, il faut se faire une raison, quoi. Pas de Pangong, en tout cas pas cette année.
Jean-Pierre, il arrive vers nous un soir et nous dit « Bon les gars, Pangong, ce ne sera pas pour 2018, mais on va monter plonger en Himalaya. Donc je vous propose qu'on parte sur le Népal. » C'est celui-là qui se trouve ici, dans le Dolpo. Ça va dépendre comment on marche, ça va dépendre du matériel, mais entre 2 et 5 jours de marche, ça va dépendre aussi de la route. Après, il faut voir l'accès, il y aura peut-être des bouts qu'il faudra faire en rappel. On va se consacrer sur un autre lac absolument extraordinaire aussi, qui est le deuxième le plus profond du Népal, qui est le lac Phoksundo. Et là, il nous montre les images et on est tous, mais ok, je crois que c'est bon là. On a notre lac là. On lance les entraînements janvier 2018 et puis le départ est prévu pour fin août 2018. Donc ça laisse quand même une fenêtre relativement courte pour tester tout ce matériel. Puis en janvier, dans les Alpes, y a de la glace. On part à Liaison, qui est un lac gelé à cette période, à un peu plus de 1800 mètres d'altitude. Ça nous permet par contre de monter avec les recycleurs, puisqu'on prévoit de partir dans le lac Phoksundo avec un recycleur, un circuit fermé. Et ça nous permet aussi de manier ce matériel, en fait, se familiariser finalement avec ses configurations, avec ce matériel. Chacun est responsable finalement de différents points de son matériel à lui. Donc ça nous permet en fait de driller. C'est du drill, il faut simplement que ça devienne des automatismes. On s'est très vite rendu compte aussi que ça ne serait pas si facile que ça, que la partie physiologie allait jouer un grand rôle. Et en fait, nous on vient... J'ai notamment eu pas mal de contacts avec un médecin hyperbare, donc qui est spécialisé dans ce domaine. Pendant l'expédition, on n'a pas de médecin sur place qui pourrait nous prodiguer des soins. Donc on a bien regardé quel était l'impact d'une plongée en haute altitude et puis aussi tout l'aspect d'acclimatation, donc monter petit à petit pour ne pas avoir le mal aigu des montagnes. Là, après la plongée, on va faire des mesures Doppler en fait, avec un système de mesure qui a été mis au point par la société Azote. J'ai rentré les données de la plongée, c'est la deuxième mesure qu'on fait, on doit faire 2 mesures. Donc là, on a pu faire une plongée à 31 mètres, durant 30 minutes, à peu près 2100 mètres d'altitude. Donc on a pu réaliser vraiment que la courbe de décompression, elle changeait, elle était beaucoup plus pénalisante due à l'altitude. Donc c'est ce qu'on cherchait à mesurer. Et puis maintenant, ça va nous permettre, en fait, ce capteur de valider la performance finalement de notre décompression. Donc par effet Doppler, on va mesurer en fait les bulles circulantes. C'est un positionnement qui doit être précis en fait, voilà. Et puis ça, on va pouvoir le répéter au Népal à 3600 mètres lors de nos plongées, puis ça va nous permettre de voir finalement l'efficacité de l'algorithme de décompression qu'on retrouve dans nos ordinateurs, savoir si on est efficace à ces altitudes. C'est très intéressant pour nous d'avoir ces retours parce que ça reste des zones relativement grises, la plongée en altitude. C'est quand même une pratique qui est assez peu habituelle, donc ça va nous permettre d'avoir des données précieuses. Ça nous a permis aussi de découvrir ou de redécouvrir finalement des sites magnifiques qu'on a autour de chez nous. On pense à l'Areuse par exemple. C'est dans la forêt, voilà, ça nécessite un petit peu de marche, du transport du matériel. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on prévoit de faire dans le lac Phoksundo, mais ça nous permet de nouveau de driller ces configurations, de porter ce matériel, de se passer ce matériel, de jouer en fait un petit peu avec tout ça.
Demain, c'est grand départ. On s'est retrouvés ce matin pour tout pacter ensemble, pour vraiment regarder, répartir les poids. On a droit à un nombre de kilos limité par bagage. Ça l'aide du masque, au petit touring, au recycleur. Est-ce qu'on arrive à se dire, voilà, un de l'équipe fait la même taille de palme, donc du coup on prend une paire de palmes pour deux. Il y a pas mal de choses auxquelles il faut tenir compte quand on part filmer une expédition comme celle-ci. On est limité en termes de poids, on ne peut pas prendre ce qu'on veut, mais il faut qu'on pense à tout. Si quelque chose tombe en panne, que ce soit la caméra ou si quelque chose casse, si le micro ne fonctionne plus, il faut qu'on ait un plan de secours dans toutes les situations. Ce qui fait que voilà, faut réfléchir à double pour pas mal de choses. Des visas sont en poche, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à essayer de dormir cette nuit. Et puis demain, c'est le grand départ. Toujours la même émotion d'arriver dans ce Népal. C'est un peu arriver dans une sorte d'immense souk à ciel ouvert. En tant que Suisse, on a l'habitude que tout soit bien carré, bien rodé. Là, on arrive, il faut oublier, mettre ça de côté, quoi, puis se mettre en mode ok, c'est bon, c'est parti, Katmandou, Népal. On a des petits bidons blancs. Puis ça pèse. Panneaux solaires, ça on va pèse prendre avec. 2,5 kg, le kit complet. Meilleur temps. Presque 100 kilos après. C'est prêt, enfin. Là, une autre étape de franchie. Les dés sont jetés. S'il nous manque quelque chose, c'est trop tard. On a fait un beau plan, on a fait un beau planning de se dire ok, on prend l'avion tel jour, voilà, on va retrouver le matériel, etc. Mais on voit que finalement rien se passe comme prévu. On attend, passe notre avion, il est retardé. Donc finalement après, en tout cas 5 heures je crois d'attente, on part. Un stop à Népal-Ganj avec quelques petites aventures. 1 heure, puis 2 heures, et puis 3 heures, et puis 4 heures. Et de nouveau, quoi, rebelote, on remet ça avec le chaud, avec l'humidité, avec une petite nuit de sommeil derrière. Petit déj de compète. Ouais. Avec des bonnes tartines, je pense à la confiture. Hein. Des frites, bien sûr, avec la confiture. Des bananes, des œufs. Yes, sir. Hi, sir. Are you fine, sir? Yeah, I'm fine, thank you. Yeah, you should be, sir. Thank you. Okay, we are sorry for. On est dans l'avion, c'est bon, le vol de montagne se fait. Là, c'est l'apaisement. Enfin, quoi, on y est. On peut enfin mettre finalement des images sur ce qu'on imagine depuis des mois. L'Himalaya, quoi. Rien que le nom Himalaya, c'est quelque chose d'incroyable. Rajouter plongée derrière, là, c'est juste... ok les gars, on a fait quelque chose là. On y est. On n'a pas encore plongé, mais au moins on est avec du matériel de plongée dans l'Himalaya. Déjà là, je pense qu'il y a quelque chose qui est incroyable. C'est tellement magnifique, tellement beau. On descend de l'avion, on se dit waouh, tout ce paysage et tout, on regarde les montagnes, les gens, l'accueil. On s'installe une petite heure quand même à Jufal pour faire un dernier briefing de la situation, de dire ok, voilà l'équipe des porteurs qui vont nous suivre, voilà le matériel, on va retrouver le reste maintenant plus bas dans la vallée. Fabien disait que les routes étaient... Il y avait pas mal de glissement de terrain pour monter ce matériel-là. Donc on verra ce que ça donne. C'est bon, alors on descend. Dans 1h30, on retrouve tout le matériel. Ouais, 7000. 7000 et 6. Et si... 6 Sherpas. 6 Sherpas. Ouais. Assistant, cuisinier. On traverse le petit village de Jufal avec un accueil absolument incroyable. On découvre les namastés. Namasté.
commence à sortir un petit peu le matériel de ces sacs et des caisses, et puis quand on voit la caisse du compresseur complètement défoncée, là on échange les regards et on se dit oula, purée là les gars, ça sent pas bon du tout là. On démonte le compresseur, et puis surprise, il y a eu de la casse, donc on répare cette casse. Heureusement, c'est pas trop grave. On a un autre problème maintenant, c'est que l'huile a coulé. On a juste ce qu'il faut, presque à la goutte près, on a juste ce qu'il faut comme huile. Visiblement, chaque étape nous réserve des surprises, et des étapes, on en a encore une bonne série qui nous attend là. On dit que l'aventure commence quand le plan initial ne se passe pas comme prévu. Je crois que là, on est en plein dans l'aventure. Welcome to the Quand même, hein. Jusqu'à Chihuahua, c'est... On part officiellement pour notre marche d'approche. Un train de mules qui nous suit, qui porte notre matériel. Une magnifique rivière qui a déjà un petit peu la couleur de ce lac bleu qu'on va retrouver en haut. Ce ne serait pas une légende en fait. Finalement, ce lac serait bel et bien turquoise. Des paysages changeants, ces mules qui nous ont dépassés tout à l'heure et qui filent devant à leur rythme. Et nous, on prend notre temps d'observer le paysage. C'est beau de se retrouver là. C'est une émotion très forte. Chaque mètre durement gagné, tu le redescends de l'autre côté et ça c'est le Népal. Pour moi, je pourrais marcher toute la nuit, je crois. On se réjouit vraiment d'arriver en haut, mais c'est magnifique. Tout ce qu'on découvre, mètre après mètre, là, c'est vraiment la classe, quoi. Ouais, un réel plaisir. Et les gens sont magnifiques, le paysage est magnifique. Et je suis complètement trompe. Mais je m'éclate. Et voilà, après 6 bonnes heures de marche aujourd'hui, on est enfin arrivé au deuxième petit village qui va nous servir de camp de base pour la nuit. Donc là, en fait, on est en train de mesurer notre saturation en oxygène. Parce que plus on va monter en altitude, plus la quantité d'oxygène dans le champ va diminuer. On a mesuré en pleine, on était à 98. Et là, on est à 2660 mètres. Et on voit déjà 91, donc ça descend, quoi. On va reprendre en fait ces mesures en haut au lac, avant la plongée. Et si on n'est pas assez acclimaté, ça veut dire qu'on devra prendre peut-être des marges de sécurité supplémentaires. Et si vraiment c'est trop important, on va devoir attendre un jour, voire 2 jours de plus à cette altitude pour être correctement acclimaté. On se réveille au camp 2, on ouvre la tente et là c'est la grosse pluie, quoi. À espérer que le soleil va se repointer en fait, parce qu'on a tout l'éclairage sous-marin, tout le matériel photo, vidéo, de prise d'image en fait, on recharge ça au panneau solaire. La saison des pluies est censée être derrière, on nous a dit qu'elle est arrivée particulièrement tard cette année, il faut juste pas que ça dure 3 semaines. On retrouve les mules. Aïe. Deuxième problème. On s'est posé pour manger à midi là et les mules sont arrivées, ce qui est déjà une bonne chose. Mais on a vu que des sacs étaient déchirés en fait. Déchiquetés, des trous, des bouts de matériel qui sortent des sacs. Il y a des passages qui sont très étroits, les mules se frottent beaucoup sur les parois contre les falaises. Les combis étaient apparentes, les combinaisons, le canister du recycleur. On décharge toutes les mules, on vide tous les sacs et on contrôle tout. Tout le temps qu'on passe avec ces imprévus, c'est tout du temps qu'on passe pas au bord du lac.
Et finalement, on doit se faire une raison, on réalise, et ça, on ne l'avait pas prévu, on ne pouvait pas le prévoir. Mais finalement, cette montée, c'est une aventure à part entière. Et autant la vivre à 100%. On réattache tous les sacs sur les mules, on fait ça bien, comme ça, on n'a plus à se préoccuper de ce problème-là, et là, on est parti pour un moment. Aujourd'hui, un peu plus de 7 heures de marche et on avance en compagnie des mules. Ça avance moins vite que hier. On voit toutes les mules arrêtées, qui commencent à s'exciter dans tous les sens, et puis le muletier qui commence à décharger les sacs qu'on venait de charger 2 heures avant. On voit le chemin complètement arraché en fait par la rivière en crue. Le chemin continue, on le voit, il est 100 mètres plus loin, mais on ne pourra pas passer par là. On est en train de voir si on peut passer à Gué, mais ça paraît compliqué. Le courant est très très fort, la rivière est vraiment montée très haut. Il fallait qu'on se fraye un chemin en fait, dans la forêt, là, sur la montagne, sur la droite, et qu'on transporte tout le matériel, sac par sac. C'était délicat de faire passer aussi les bêtes sur ce petit chemin, puisque si elles dérapaient ou si elles partaient ou si le terrain venait à glisser, elles finissaient dans la rivière. Je pense que c'était le risque le plus grand. On n'est encore pas arrivé à notre camp à cause des conditions de la route. La mousson a détérioré tellement la route, on a dû faire pas mal de portage aujourd'hui. À cause de l'heure, on n'est pas arrivé à notre but, donc on va mettre ça demain. On est content de mettre les tentes avant qu'il fasse nuit. Et puis de manger un petit morceau parce que là on a donné aujourd'hui. Les paysages changent, évoluent toujours de jour en jour, on va de surprise en surprise, vraiment. On est passé d'ambiance vraiment très, très moite, très tropicale, à une forêt plutôt de pins, et comme disons des champs de marijuana, c'était hyper divers. Les arbres disparaissent de plus en plus, on monte en altitude, ça devient plus aride. On commence à sortir un petit peu de la forêt, on sait, sur les cartes, on a vu que le dernier bout était un bout très raide. Là, le dernier petit becquet avant le lac. Là. Une grosse montée, 500 mètres, presque à pic, pour arriver au col. Et depuis là, normalement, on devrait pouvoir apercevoir le lac. Le manque d'oxygène se fait sentir, donc ça devient rude. Déjà là, il y a une certaine émotion qui monte, il y a quand même 4 jours de marche derrière, donc une certaine fatigue. Là, ça commence à venir dur, là. On recherche un peu nos ressources. C'est dur. On est aux alentours de 3005 environ. Comment ça se fait ressentir un peu. Les sacs sont pas tout légers. Et le lac est vraiment pas très loin d'ici. Je crois juste derrière. Une montée qui est interminable, on se demande quand enfin on va avoir le sommet. Ah, j'ai plus de jus. C'est un genou qui merde. Et puis en bas. Mais bon, on arrive, on y est. Et puis j'espère que la vue est belle là parce que... Gentiment on découvre des cascades, ça veut dire que là gentiment on est proche du lac. Et là on voit sur la carte que juste en haut du chemin, qu'on aperçoit là, on devrait pouvoir apercevoir le lac. Et enfin, c'est une partie du rêve qui se réalise. Une petite tache turquoise d'un bleu mais éclatant, pétant, et c'est là, il est là. Une année et demie là. On le voit en photo, en peinture, il est là, juste là. Là, on y est. Je crois que tout le monde y croit cette fois.
On pense très fort à la famille, à tous les gens qui nous ont soutenus dans ce projet. 30 minutes de marche, mais 30 minutes où ça grimpe, mais juste une satisfaction après plus d'une année de travail, quoi. Juste incroyable. J'étais fière de moi. J'étais fière d'arriver, de me dire tiens, il est là, j'y suis enfin, on va pouvoir plonger là-dedans. On est là devant le lac, mais on est là avec notre matériel de plongée, quoi. Marcher jusqu'au lac, c'est une chose. Marcher jusqu'au lac avec 700 kg de matériel, c'en est une autre. Et surtout se dire que si tout va bien, demain, on plonge. Ça, c'est juste magique, quoi. On a rencontré Nima, le chef du village, avec sa femme et son petit garçon. On arrive plaisanter avec eux, c'est sourire, ils sont hyper accueillants. On partage même quelques tâches, on les a aidés un petit peu à creuser. Ils sont en train de construire un nouveau puits. On sort de notre rencontre avec le chef du village. Et, on a pu discuter, on a pu boire le thé avec. Et puis les feux sont ouverts, quoi. Il n'y a plus qu'à plonger. On est devant le lac, ça fait vraiment bizarre, c'est beaucoup d'émotions, quoi. Et voilà, c'est fait. Yes! Après une année de préparation, on peut toucher l'eau du lac, c'est magique. Comme on doit s'arrêter un certain temps pour l'acclimatation, donc on ne peut pas plonger tout de suite, on va profiter pour découvrir les alentours, repérer quelques sites de plongée et découvrir le temple qui devrait nous accueillir demain pour la cérémonie. La cérémonie, c'est un moment très touchant. En fait, ils nous initient quelque part à toutes leurs croyances, via justement les bâtons d'encens, le fait de brûler du genévrier, de déposer des katas sur le chortum. On donne des dons de riz et à la fin, c'est l'alcool, donc pour les dieux, pour les morts et pour nous. Préparation matérielle, chacun a sa tâche bien définie. On décharge tout, on fait l'inventaire, on pose tout ça à plat et là ça attise pas mal la curiosité des villageois. Et puis sorti tout le matériel, c'est le moment d'allumer le compresseur. Là, la tension elle monte quand même. Ok, est-ce que le compresseur maintenant va démarrer correctement, quoi? Je m'attelle au montage du compresseur et là on a un problème, c'est qu'il ne démarre pas. On passe, je pense, 2 bonnes heures à bricoler ce compresseur, à changer des pièces, voilà, des injecteurs, en disant bon, ok, c'est parti là, et il démarre pas, et il démarre pas, il démarre pas. Sans compresseur, il n'y aura pas d'expé, l'expé s'arrête là. Et on démonte au moins 3 ou 4 fois ce carburateur, on sait qu'il y a un problème de carburation, on a tout essayé. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Pour conjurer le sort, c'est Anne-Sophie qui va démarrer le compresseur. Premier essai, ok, bon, je mets pas assez d'énergie, j'ai pas l'habitude. Deuxième essai, tac, j'y vais, et là ça démarre. Le bruit de ce moteur, il nous a juste, ah ok, libération, c'est parti, quoi. Ah putain, trop beau. Anso, qu'est-ce que ça fait d'avoir le premier... D'avoir démarré le compresseur. Ça ne s'arrête plus, c'est magnifique. On était tous bien tendus, mais tout le monde a le sourire, c'est bon, on pourra plonger, on pourra gonfler nos bouteilles, c'est magnifique. Alors ce matin, grosse matinée, grosse journée, parce que là on s'est préparé et on est sur le chemin pour notre première plongée. Je ne sais pas si beaucoup de membres de l'équipe ont fermé l'œil de la nuit, mais on est juste super excités là, de pouvoir se mettre à l'eau pour la première fois. On se dirige vers le monastère, on a décidé que la première plongée se ferait là. Merci. Les gants. Quoi?
Le lac est très profond donc, et assez peu large, donc on pense que ça descend très vite en fait. Donc ça c'est un petit peu l'objectif de cette première plongée, c'est de découvrir la visibilité, voir un peu la roche dessous. Et puis on nous certifie qu'il n'y a pas de vie dans ce lac, donc on va le voir aussi, on va le découvrir, quoi. Pas mal d'appréhension, pas mal essoufflé aussi pendant la préparation. Puis là on se réjouit juste de mettre la tête sous l'eau, je crois. Voilà, c'est fait. On s'est retrouvé dans une eau qui était vraiment beaucoup chargée. C'est vraiment mètre par mètre la visibilité, donc il y a vraiment des masses comme ça, des formes qui sombres qui nous arrivent dessus, donc c'est un peu, on se dit mais c'est quoi? Moi franchement j'étais pas toujours tranquille. Bon, il n'est pas remonté, Toto. Il était assez plombé finalement. Loïc était là, c'est comment? Et puis ouais, la visibilité c'est moyen quoi. Comment? Il n'y a pas de poisson mais il y a de la vie quand même. Non? Il y a des sortes de petits mille-pattes et puis des tout petits organismes. Sur les 3 premiers mètres, c'est pas agréable, puis après ça recommence à devenir confortable. Ah ouais? Ah, tu sens vraiment la différence? On fait 15 minutes à 10, puis là on a fait demi-tour, on est revenu à 8. 7, Puis après on est remonté à 7, 5, 3-4 minutes. Ouais. Puis on a fait 3 mètres, puis après on est remonté progressivement sur 2 mètres, 1 mètre. Et puis sur le retour, on arrivait sur les 30 minutes, donc on s'est dit qu'on devait être à peu près en face. Et là, je pars avec Vanessa, donc on s'équipe nouveau dans cette excitation d'être dans un environnement incroyable, totalement différent de l'environnement dans lequel on a l'habitude de plonger. Tu as toute cette énergie d'y aller et tout, cet engouement, te dire ah tiens j'y suis et tout, je vais mettre les pieds dedans. Puis en même temps, j'ai quand même une sensation de peur, entre guillemets, de me dire mais qu'est-ce que je vais découvrir là, je connais pas. On a emporté avec nous des petits flacons parce que la première équipe à avoir plongé nous a dit qu'ils avaient découvert des petits organismes. Et on trouve avec Loïc des espèces de petits invertébrés, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a de la vie dans ce lac. C'est pas qu'il n'y a rien du tout. Et puis c'est vrai qu'un lac, tu as de la vie dedans. C'est quelque chose pour eux qui est extrêmement intéressant, quoi. D'avoir la possibilité de finalement pouvoir mettre une image sur ce qui fait ce lac. On a plongé et puis on doit effectuer une mesure 30 minutes après la sortie de la plongée et 1 heure. Et ça nous permet en fait de voir, de mesurer notre bullage, savoir si notre décompression est efficace. Donc là on a trouvé une mise à l'eau qui a l'air belle au bord de falaise. Même pour ça, ça nécessite d'installer une corde là, puis une descente au rappel en fait, pour descendre le matériel jusqu'à la petite crique qui est en bas. Ensuite ça nous permettra de longer la falaise puis de revenir vers le début du chemin là-bas qui est plus au sud. Il faut savoir aussi qu'après une plongée, il est très fortement déconseillé de faire un effort physique pour des questions de désaturation justement. On a planifié le fait de pouvoir sortir plus loin, le long de la paroi. Il y avait les femmes, les enfants, le cheval, et chacun en fait, comme ça, plongeait le regard pour voir s'ils étaient arrivés en bas. Ce qui est chou, c'est ce partage aussi, c'est qu'ils t'aident. Ils sont là pour observer, pour voir ce qui se passe. Mais finalement, ils t'aident aussi à tout d'un coup prendre une bouteille ou ils regardent ce que c'est qu'un masque, que c'est une palme. Ça a donné lieu à des échanges qui étaient assez fantastiques et des belles barres de rire aussi. D'essayer les palmes aux mains d'abord, parce que voilà, c'est logique pour nous de mettre une paire de palmes aux pieds, mais pour quelqu'un qui n'a jamais vu une paire de palmes, c'est juste pas logique, quoi.
On se retrouve en fait en fin de journée, tous les soirs, dans la tente messe. Et on planifie les plongées du lendemain, voir où est-ce qu'on veut plonger, en fonction aussi des plongées qu'on a fait durant la journée, de se dire ah là il y a de la falaise, c'est peut-être intéressant d'aller explorer, ou bien j'ai vu un endroit plus loin qui a l'air intéressant. Il y a un petit bout où c'est plat, et puis on y est vite, puis tu arrives juste au bas, on peut se mettre à l'eau. Il est par là, je pense. Ouais. Et puis là, on prend la carte sous les yeux et on réalise qu'en fait, ce serait une bonne chose de partir plonger sur la pointe nord du lac. Donc on a effectivement déménagé tout le campement. Donc ça veut dire tout repacter, nos affaires, les tentes, etc., recharger les mules. On est vraiment à flanc de montagne. On découvre le lac en fait sous un autre angle. Et là, on a une vue à 180 degrés de bout en bout du lac. Il y a un point quand même qui nous tient à cœur au sein de l'équipe Pangang, c'est le partage. Donc, on a décidé de faire plonger un membre de l'équipe népalaise. Monu, c'est notre homme fort de l'expédition. C'est lui qui a porté le compresseur, donc 40 kilos. On s'entend super bien, très bon feeling avec lui, donc j'ai très envie de l'emmener plonger. Je sais qu'il aime beaucoup certains défis, il aime beaucoup la haute montagne. Donc on va pas l'emmener en très haute montagne, dans les glaciers, mais on va essayer de l'emmener sous l'eau avec grand plaisir. Une première plongée en étanche, en montagne, en side, enfin, il avait vraiment la totale. Toute l'équipe népalaise qui assistait à ça depuis le bord du lac, eux, ils étaient morts de rire. Toutes les conditions sont réunies en fait pour pouvoir faire cette plongée. On se réunit le matin pour un briefing, tous ensemble, pour définir en fait précisément l'endroit où on va effectuer cette plongée. Les affaires, ce qu'on doit prendre là-bas sur place. Donc on part le long justement du chemin, de la route du sel, direction le nord, pour s'arrêter en chemin et descendre le long d'un gros amas de roches assez impressionnant dans lequel il faut crapahuter en fait pour arriver jusqu'en bas. Un petit mélange d'appréhension quand même, parce qu'on sait qu'on va descendre à 30 mètres. Elle se prépare comme une plongée à 50 mètres de profondeur, c'est quand même pas une plongée anodine. Il faut savoir qu'il y aura une différence de pression entre la plongée en lac à 400 mètres et la plongée dans un lac d'altitude qui se trouve à 3500 mètres. La pression, elle va changer quasiment du simple au double. Donc on doit tenir ça en compte et on sait qu'on s'est fixé cette profondeur maximale à pas dépasser. On sera sur des falaises, donc très tenté certainement d'aller plus profond. L'ambiance est très particulière. La falaise continue à 50, 80, 100, 140 mètres peut-être. On se retrouvait devant des branches d'arbres, des troncs qui doivent être là depuis passablement d'années, des centaines, voire des milliers d'années, donc qui nous donnent des formes
qui sont juste incroyables. Les arbres morts au fond du lac, mais moi j'ai pas besoin d'aller me taper une année de préparation et 4 jours de marche pour aller trouver des branches et des arbres morts au fond d'un lac, mais c'était pas juste des arbres morts, il y a un tel environnement, une telle ambiance qui vont là autour. Ça rend ce moment magique, incroyable, très difficile à décrire, c'est quelque chose de très fort. Alors c'est pas des récifs coralliens, ça explose pas de couleurs, mais ça a sa personnalité. C'est le lac Foxundo, il est comme ça. Et puis on était en plus de ça juste sous la route de sel, où là on a quand même retrouvé passablement d'ossements de chèvres, de yaks, qui n'ont pas eu beaucoup de chance en fait et qui se sont retrouvés là au fond. Tous les objectifs ont été remplis, quoi. On est à 30 mètres, on est dans le lac Foxundo. Ça y est, c'est fait. Il n'y a plus qu'à remonter, il faut s'arracher du fond et entamer gentiment la remontée, les paliers de sécurité, et on va retrouver le reste de l'équipe pour pouvoir enfin débriefer de cette plongée. Une confiance en soi qui est quand même arrivée durant les 7 jours qu'on a fait et les différentes plongées qu'on a fait. On a vécu 3 semaines incroyables avec des hauts, des bas. Vraiment une belle aventure humaine entre nous et tu as juste envie de repartir. Je pense qu'on est plus liés que jamais avec ce groupe où on a pu vraiment se connaître sous des angles extrêmement différents. C'est une expédition qui a mêlé tellement de dimensions culturelles, dimensions physiologiques, physiques. C'est une aventure qui touche tellement de plans, qui nous a fait revenir tous différents. Ça fait 30 ans que j'arpente l'Himalaya et jamais j'ai pensé que je viendrai y plonger une fois. Donc c'est une émotion magnifique, extraordinaire d'avoir pu effectuer ça. Cet expé a été pour nous une sorte de révélation dans ce qui est possible, dans ce qu'on peut aller découvrir. On a eu un karma juste incroyable. On a eu tous les feux verts, on a quand même pu plonger là-haut, on a pu partager la plongée, ce qui était notre objectif. Maintenant qu'on a récolté ces données, qu'on a pu faire certains tests en plongée, on est prêt pour repartir s'il le faut. Je crois qu'on en a tous envie. Le lac Foxundo, il est tellement vaste, tellement grand, tellement profond. On est tous conscients qu'on en a exploré qu'une infime petite partie et qu'il reste tellement à voir. Cette envie d'aller plus profond, plus longtemps. Il y a tellement de choses à faire, il y a aussi d'autres lacs, il y a d'autres régions. On a juste envie de repartir. Non pas pour battre des records, mais de nouveau pour développer cette plongée à haute et très haute altitude. L'objectif principal, en fait, il paraissait simple. Plonger dans un lac d'altitude. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal de cette expédition, pour nous, plongeurs. Mais on s'est très vite rendu compte que, finalement, toute la partie qu'on imaginait être une formalité, le fait de monter jusqu'au lac, de préparer cette expédition, ça s'est finalement avéré être l'expédition, être l'aventure en elle-même. L'expédition, c'était pas de plonger dans le lac, mais c'était d'arriver à plonger dans le lac.
Ok les gars, la prochaine, on fait quoi? Je crois qu'on a une petite idée. Hein. Ouais. Je crois qu'on va ici. Ouais. Yes. Ouais. Je crois que c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Si on peut jeter. Les gars, c'est parti.